Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Vous savez, aujourd'hui c'est une grande fête pour tous les Chinois de Chine continentale, de Taïwan, de Hong Kong, de Macao, même de Chinois qui vivent dans le monde entier. C'est la fête de la Lune. Et en fait, en chinois, c'est Zhongqiujie, c'est la fête de mi-automne. C'est un peu bizarre la traduction, mais c'est compréhensible parce que c'est la fête avec la Lune. Mi-octobre, ce n'est pas le calendrier occidental, c'est-à-dire aujourd'hui c'est 13 septembre, mais c'est le 15 août. C'est la Lune la plus ronde de toute l'année. Alors, ce qui est intéressant, très différent que les fêtes occidentales, par exemple, la fête de Toussaint, la fête de Pâques, la fête de l'Ascension, bien sûr la Noël, etc., sont tous des fêtes religieuses. Tandis que la fête chinoise, la fête de la Lune, la fête de printemps, la fête de Qingming, des morts, et la fête Duanwujie, la fête de bateau dragon, toutes les fêtes chinoises ne sont pas religieuses, pas du tout. Alors pourquoi? Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir deux invités qui vont vous expliquer, qui vont vous donner leur explication. Alors, d'abord, c'est Caroline Puel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, correspondant de plusieurs grands médias français en Chine depuis presque 30 ans. Voilà, vous connaissez bien notre civilisation, notre pays. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Et Xu Tieping, professeur de l'Institut de la diplomatie. Voilà. De la communication. Voilà. Merci aussi d'avoir accepté mon invitation pour cette fête, grande fête. Alors, qui est-ce qui veut donner d'abord une explication claire, historique, comment dirais-je, à nos téléspectateurs, d'où vient de cette fête, comment on va le fêter? Qui est-ce qui veut commencer? On laisse d'abord une approche outside. Bon, alors mon approche outside vient en fait essentiellement de lecture, évidemment, que j'ai pu faire. Mais j'ai compris que c'était une fête très très ancienne, hein, qui a plus de 3000 ans d'histoire, et qui est apparue au tout début sous la dynastie des Shang, c'est-à-dire cette dynastie qui était entre 1500 et 1000 avant Jésus-Christ. Donc, avant Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est, enfin, qui est la référence occidentale pour se situer dans le temps. Et voilà, elle s'est ensuite développée sous la dynastie des Zhou, donc qui a suivi. Mais au départ, c'était effectivement une fête qui marquait la fin des récoltes, voilà. Une fête paysanne. Voilà. Mais qui a été reprise ensuite par les empereurs chinois, parce qu'ils avaient beaucoup d'espoir dans cette lune d'automne, cette pleine lune d'automne. C'est le plus rond, le plus grand, le plus proche de la Terre. Voilà, la plus belle aussi. Et c'était un signe apparemment pour de bons présages pour les futures récoltes. Et à l'époque, l'équilibre politique tenait dans la récolte, évidemment, donc tout le monde espérait qu'elle soit bonne. Et puis ensuite, il a fallu attendre, je crois, la dynastie des Tang, donc entre la plus brillante de cette longue histoire, pour qu'on ait finalement une fête qui passe du monde des fonctionnaires et de l'empereur à l'ensemble de la population. Et elle est vraiment inscrite dans les rites depuis la dynastie des Song, c'est-à-dire à peu près au moment de Charlemagne chez nous. Oui. Voilà. Je pense avec une approche plutôt sociologique, c'est-à-dire comme Caroline Puel avait bien marqué, c'est qu'au début c'est plutôt issu de rituels. Rituel, ça signifie, disons, quelques services à la dynastie, qui se joue le rôle aussi de légitimisation. Et avec, je pense surtout pendant la période de 5e à 8e siècle, c'est-à-dire généralisation d'abord dans les couches lettrées et après entrer vraiment dans la vie civile et, disons, devient beaucoup plus sociale. Donc c'est l'évolution qui est liée aussi avec le développement, disons, romancier littéraire et poème.
On a pas mal de très bons poèmes sur la Lune de Tran qui mentionnent toujours, je pense, cette fête de Lune. Citez-nous un poème. Oui. Il y en a, par exemple, moi je reviendrai parce que quand on dit, par exemple, commémoration de la fête de Lune, qui signifie toujours retrouvailles des membres séparés et le regroupement de la famille. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental et sentimental pour la société, pour le simple foyer. Et le deux, moi je pense que oui, c'est issu surtout, je pense, oui, dans une société agricole. Agricole, ça signifie que la récolte liée avec, disons, la semence et jusqu'aux récoltes. Ça c'est très important. Si par exemple la montée du soleil et la venue du printemps signifie le début, et souvent la fête de Lune signifie le bon fin, disons la bonne fin, mais aussi en espérant, disons, que l'année prochaine on serait encore plus fructueux. Vous passez aussi alors la fête ou pas du tout? Ah si, j'y tiens beaucoup. Non, c'est une fête que j'aime beaucoup en fait, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Vous admirez aussi la Lune absolument, ce soir? Oui, c'est prévu. Donc on va se réunir avec la famille et puis quelques amis. On suit un peu les rituels. Donc on mettra des fruits sur une table à l'extérieur pour regarder la Lune, enfin si le temps nous le permet, hein, parce que on verra le temps qu'il fait ce soir, s'il ne pleut pas. Et puis on essaie de réunir, oui, les membres de la famille. Pour ceux qui n'y sont pas, on place toujours des graines de lotus, puisqu'il paraît que ça représente les membres éloignés de la famille, donc on y pense aussi. Et puis on s'appelle, on se téléphone. Oui, alors maintenant, depuis quelques années, la fête de la Lune devient une fête nationale, une fête congé, hein, congé payé. Tout à fait, depuis 2008, ben, je pense, avant le GO de Pékin. Disons que pendant la période de la République, on a adopté, officialisé toute une série de fêtes, plutôt, disons, publiques, liées avec les calendriers, liées avec les événements plutôt politiques. Quand j'étais petit, on a seulement 4 fêtes. Fête nationale. Nouvel An, fête printemps, 1er mai et la fête nationale. Alors seulement c'est la fête du printemps occupe une place issue, disons, de la tradition. Les autres, plutôt, c'est l'événement. Alors qu'entré dans ce siècle, on a vu que c'est que les autorités mènent toute une série de mesures pour revitaliser la société en montrant plus de continuité millénaire. Alors là, pas seulement la fête du printemps, mais par exemple le bateau de dragon, la fête de bateau de dragon. Et la fête, moi je dirais, c'est le hommage rendu, qu'on a traduit, la fête de mort. Qingming-jie, en fait, c'est la date où on doit aller... Et tout ce fait traditionnel, c'est fortement lié avec le calendrier lunaire. Alors, la Lune, qu'est-ce qui représente pour nous les Chinois? Qu'est-ce qui veut répondre? Pourquoi la Lune représente le regroupement de la famille, penser à des amis lointains, etc. Pourquoi la Lune? Bon, d'abord, effectivement, toujours avec ce rapport avec la culture paysanne, hein, puisque la Lune a une influence très forte sur les récoltes, sur la vie agricole. Et puis ensuite, il y a beaucoup de légendes chinoises qui entourent la Lune. Alors, il y a la fameuse légende de Chang'e, qui est une belle histoire, puisque au départ, le mari de Chang'e, enfin, c'était apparemment une époque où il faisait très chaud, trop chaud sur le globe. En fait, c'était le réchauffement climatique. Trop de soleil, voilà. 9 soleils. Voilà, c'était le réchauffement climatique en chien. Oui, il revient maintenant. Voilà, exactement. En France. Et il y avait 10 soleils, donc beaucoup trop. Et donc un courageux héros, avec sa flèche, a réussi à descendre 9 soleils. Et il en restait plus qu'un. Donc le climat s'est rétabli, en échange de quoi les dieux éternels qui vivaient sur la Lune, apparemment, lui ont proposé un élixir pour rester éternel. Mais il a demandé à sa femme, qui s'appelle Chang'e, de le garder.
et ce qu'elle a fait précieusement jusqu'au jour où quelqu'un a voulu voler Voler. l'élixir, et donc pour le sauver, elle l'a bu, et elle est devenue éternelle, elle est partie sur la Lune. C'est la Lune. Moi, je pense qu'on est dans une philosophie, disons, non pas, disons, je dirais, dichotome, mais plutôt cette complémentarité entre le yin et le yang. Et la Lune signifie plutôt la partie yin. Donc cette complémentarité avec l'autre partie qui est plutôt liée avec le Soleil et le yang. Et le deuxième, c'est bien sûr, c'est le 15 août, c'est la journée où la Lune paraît plus ronde. Ça signifie, disons, complet, complémentarité, complet. Complet, c'est, par extension, c'est le regroupement de la famille. Il faut penser que aussi c'est le début, bien sûr c'est lié avec le rituel, mais à travers toute une série de travail plutôt poétique et littéraire, et c'est tous ces éléments, je dirais, liés avec les sentiments fondamentaux, affection, etc., s'enrichissent, s'ajoutent de plus en plus dans la fête. Justement, on dit que Hou Yi, quand il pensait beaucoup à sa femme, qui vit sur la Lune, alors on dit il suffit qu'il fasse une sorte de gâteau de la Lune, pour que Chang'e puisse revenir sur Terre, c'est ça? Oui. Alors, vous avez goûté? Ah oui, oui. Alors, j'en apprécie certains, pas forcément tous, parce qu'il y a une grande variété. Chaque région a ses propres styles de gâteau de la Lune. Hein. Oui, oui. Alors, c'est un petit gâteau rond qui fait à peu près 10 cm de diamètre, à peu près 5 cm d'épaisseur, et qui a effectivement une forme de lune. Et souvent, on voit, il y a une croûte en pâtisserie, et souvent, on voit des caractères dessus. Alors, soit ça indique la composition de ce qui est à l'intérieur du gâteau, soit, je ne sais plus, il y a d'autres significations sur la pâtisserie. Voilà. Et puis, alors, dans certains d'entre eux, on trouve un jaune d'œuf de Cannes, et ce qui fait que quand on coupe le gâteau, puisqu'on doit le couper par autant de membres de la famille, quand on coupe le gâteau, on aperçoit effectivement l'équivalent d'une pleine lune un peu dorée dans un paysage un peu sombre qui évoque la nuit. Donc c'est très joli. Et voilà, donc, moi j'aime particulièrement ceux qui sont aux dates. Bien sûr, aujourd'hui, avec la commercialisation, le gâteau proprement dit n'est plus si rare comme auparavant. Et quand il était petit, c'est une fois par an. Alors aujourd'hui, on a plusieurs choix. Bien sûr, il y a grosso modo, moi je pense qu'il y a 4 écoles. Celui de Canton, celui de Suzhou, celui de Pékin et celui de Yunnan. Et moi je suis nordiste, mais je préfère surtout les gâteaux du style de Canton. Ça c'est la meilleure qualité. Tandis que tout ce qui est de Suzhou ou de Shanghai, c'est un peu sucré. Pékin c'est un peu gros, moi, je dirais. Et que, disons, les gâteaux de Yunnan, qu'on ajoute un peu trop de viande. Donc, chaque région a son style. Oui, mais apparemment, les gâteaux de lune de Canton coûtent de plus en plus cher. Un gâteau peut coûter 10 €. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution du packaging. C'est-à-dire que il y a 30 ans, effectivement, c'était dur de trouver ces gâteaux. On les enveloppait d'un petit bout de papier et puis on vous les donnait comme ça. Et aujourd'hui, vous avez des boîtes qui sont absolument magnifiques, avec des dorures, ça peut être des cadeaux qui se transmettent, enfin c'est très intéressant. Et les prix ont effectivement beaucoup monté. Et pour cette fête, il y a beaucoup de poètes qui ont fait des poèmes, par exemple Li Bai avait fait quand il y a la lune, il faut en soulevant le verre pour demander au ciel. Quand la lune monte, le sentiment s'anime. Alors, vu le paysage, donc moi j'ai nostalgie, je pense à des membres séparés ou des amis lointains, etc. Voilà. Alors, pourquoi le verre? Il faut boire aussi le vin? Mais oui. Pour la fête de lune? Ça dépend. Je pense que c'est comme tout le pays, y compris en Europe, c'est que le poème se lie plutôt tout ce qui est de buveurs ou d'alcool. C'est la fête, donc on boit du vin, généralement du vin jaune, un peu chaud. Oui. Alors, la grande différence entre
la civilisation chinoise et la civilisation occidentale, c'est une question à Caroline Puel, bien sûr, c'est que les fêtes chinoises ne sont pas religieuses. Mm. Alors, elles ne sont pas religieuses, mais quand même, on peut considérer qu'il y a un petit point de départ qu'on pourrait appeler animiste, quand même, c'est-à-dire de dévotion pour les éléments. Donc, dans ce cas, c'est la lune. Et c'est vrai qu'on le retrouve quand même après dans le taoïsme, tout ce culte aux éléments. Mais effectivement, officiellement, ce sont des fêtes non religieuses. et pour un occidental, par exemple, est-ce que c'est facile à comprendre ces fêtes ou c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile? Est-ce que nous sommes tous considérés comme des, comment dirais-je, infidèles, païens, goïs? Non, d'autant qu'il y a beaucoup de similitudes, puisque, notamment en France, qui est aussi un pays de paysans, on était paysans encore il y a 2 générations, à 80% de la population. Vous avez des fêtes et des rituels qui restent. Moi, par exemple, je viens du sud-ouest de la France, de la région de Bordeaux. Et donc, à la fin du mois de septembre ou début octobre, selon les années, vous avez la fête de la fin des vendanges, qui est un rituel très très fort et qui ressemble beaucoup à ça, en fait. Où pareil, on se réunit, bon là c'est autour du raisin, mais il y a beaucoup de proximité, je dirais. Et puis c'est toujours l'occasion de faire la fête. De la même manière, on pense aux membres de la famille qui sont absents, donc il y a beaucoup de similitudes. Je pense que c'est au début, partout dans le monde, chez les paysans dits, disons, autochtones, il existe toujours une série de festivals ou de fêtes liées moins avec la religion, parce que la religion vient beaucoup plus tard. Et ça existe encore, par exemple en Afrique, en Inde, dans le sud dans la péninsule indienne, où j'ai fait aussi la visite. Mais la différence, c'est qu'en Europe, finalement, avec l'évolution de la société, finalement, la religion, le catholicisme a joué un rôle de suprématie, non seulement, je dirais, dans l'ordre politique, mais aussi dans une sorte de correcteur et définisseur, disons, de mœurs officialisées. Et donc, les royaumes le suivent. Tandis que chez nous, politiquement, c'est qu'on n'a pas cette, finalement, intervenue ou ingérence de la part de la religion, si vous voulez. Et deuxième, la différence, c'est que chez nous, il y en a des petites fêtes aussi liées avec la religion, mais qui existent, par exemple, chez les musulmans, chez les bouddhistes. Chaque groupe, chaque confession a sa fête jourier, mais c'est pas pas tous les Chinois. Mais ça n'entre pas, je dirais, dans l'ordre établi, codifié par le pouvoir impériaux. Là, c'est là la différence. Est-ce que c'est justement la religion est un obstacle pour la compréhension entre les peuples, entre les civilisations? Parce que l'Occident est une civilisation religieuse, on peut dire, catholique, chrétien, etc., ou musulman. Mais les Chinois, malgré une partie des musulmans, une partie bouddhiste, mais 90% des Chinois ne sont pas croyants. Moi, je ne le tournerai pas comme ça. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas un obstacle, mais c'est vrai que pour les Chinois qui veulent approcher du monde occidental, s'y intégrer, il faut comprendre que cette dimension religieuse est une partie intrinsèque de la culture. Et bon, à défaut d'y croire, au moins connaître les rites, les codes de comportement, l'histoire des religions, les significations, ne serait-ce que par exemple pour se promener dans un musée en Occident, si vous ne savez rien de la culture chrétienne, il va y avoir quand même toute une partie des œuvres qui vont vous échapper, parce que elles ont été créées dans une première partie essentiellement par rapport à la religion. Après, il n'y a pas d'obligation d'y croire, mais en tout cas, probablement de s'y intéresser intellectuellement et au moins de comprendre les modes de fonctionnement. Je pense que c'est... sinon, on se prive quand même d'une partie importante de la compréhension de la culture occidentale. Mais en même temps, ce qui caractérise des pays comme la France, par exemple, mais ce qu'on retrouve dans beaucoup de pays, là j'étais
en Croatie et en Bosnie pendant l'été, c'est ce mélange. C'est-à-dire vous allez avoir certes la partie chrétienne, mais vous avez aussi toute l'influence juive. Vous pouvez avoir la partie orthodoxe dans ces pays-là, la partie musulmane. Donc en réalité, c'est important de connaître aussi ces quatre religions qui sont quand même très importantes dans tout ce bassin méditerranéen. Par exemple, la fête de Qingming, c'est-à-dire la fête des morts, avec la fête Toussaint, quelles sont les différences? Moi, je pense que similitude, quand on parle de sacrifice et hommage rendu, ça c'est la similitude. La différence, bien sûr, c'est, comme vous dites, il y a par exemple ce qui est lié avec une certaine sacrifice à la cause. L'un, c'est plutôt une suprématie, disons, au-delà, liée avec, je dirais, les dogmes christianisme. Tandis que chez nous, c'est une sorte de sacrifice, disons, salutation, moins, disons, avec quelque chose, disons, codifié par la religion, mais c'est plutôt une cause, je dirais, patriotisme, entre guillemets, qui est beaucoup plus séculière. Oui, en tout cas, il y a des rites qui ressemblent beaucoup. On se réunit, on va dans les cimetières, à l'endroit où sont les tombes, on nettoie les tombes, on pose des fleurs pour l'année qui vient ou les mois qui viennent. Ensuite, on se réunit en famille, on fait un repas de famille, on évoque les personnes qui sont décédées, on raconte des vieilles histoires de famille, etc. C'est une occasion. Alors pour les catholiques, effectivement, on va à la messe. Généralement, on donne aux prêtres la liste des noms des personnes de la famille qui sont décédées et qu'on a connues nous-mêmes, mais ça peut même remonter sur plusieurs générations, même des personnes qu'on n'a pas connues. On peut évoquer vraiment nos aïeux anciens, oui, tout à fait, pour autant qu'on se souvienne de leur nom. Donc voilà, il y a beaucoup de choses assez proches en réalité. Donc c'est pas si difficile à se comprendre. Non. Bon. Par contre, peut-être le plus difficile, c'est de se repérer dans le calendrier lunaire. Oui. Parce que vous parliez tout à l'heure donc du mois d'août, en fait le 8e mois lunaire. Donc si on dit le mois d'août, c'est vrai que là on s'y perd peut-être. Peut-être si on dit le 8e mois lunaire, c'est peut-être plus facile de se repérer en comprenant qu'effectivement le point de départ n'est pas le même. Le point de départ, c'est la fête de printemps. Oui, voilà. Le printemps pour nous, la fête de printemps, c'est Nouvel An. Nouvel An. Voilà, Alors, justement, deux calendriers coexistent sur d'autres mondes. Mais pourquoi alors? Alors, très sincèrement, en France, il a été modifié au moment de la Révolution française, puisque avant la Révolution française, on avait également un calendrier lunaire. Voilà. Et donc qui devait ressembler dans les dates au calendrier chinois. Et quand on va dans les campagnes françaises, les paysans continuent à se repérer par rapport ils ne le respectent pas, mais en tout cas pour leurs récoltes, les moissons, ils tiennent compte évidemment des mouvements de la Lune. Et effectivement, moi je le trouve très juste, ce calendrier lunaire. Il indique bien les changements de saison. Oui, voilà. Pour une société agricole, apparemment, le calendrier lunaire est plus exact, n'est-ce pas? Ça correspond surtout à son terre, disons, d'origine. C'est-à-dire actuellement la province de Henan, Hebei, la Chine centrale. Si vous voulez, par exemple, dans le Grand Nord-Est et le Grand Nord-Ouest du pays, souvent 2 ou 3 semaines de retard et de différence. Mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose d'assez amusant. Parce que en plein mois d'août en France, enfin généralement au début du mois d'août, ce que l'on considère nous Français être vraiment le cœur de l'été, mon mari qui est chinois me dit toujours « Ah, c'est le premier jour de l'automne ». Et alors tout de suite ça attriste tout le monde en disant « Non, ça y est, l'été est fini ». Et en réalité, on voit bien qu'il y a effectivement un changement de température et qu'on passe dans une phase de l'été qui est moins chaude que le mois de juillet. Donc, chez vous, souvent, il y a un choc de civilisation. Bon, alors, à part de fête de la Lune, quelles sont d'autres fêtes traditionnelles chinoises qui vous impressionnent, que vous aimez
la fête des morts, la fête de printemps, la fête... alors, quelles sont les fêtes chinois traditionnelles qui vous intéressent encore? Millénaire, c'est bien sûr, c'est la fête du printemps. C'est la fête du printemps, plus qui devient un peu mondiale maintenant. C'est le nouvel an chinois. Tandis que, bon, maintenant qu'on a réintroduit, je dirais, 4 fêtes issues de la tradition, mais il y en a pas mal encore. Par exemple, le Chongyang, la fête du printemps, c'est-à-dire la fête, disons, octogénaire, la fête des vieux, des retraités, etc., qui ne sont pas aujourd'hui les jours, disons, les jours payés. Les congés payés. Oui, c'est pas la les fête congés payés. nationale. Oui, oui. Mais tout de même, ça m'influence parce que moi, maintenant, je m'approche aussi à l'âge de retraite. Bon. Alors, à l'approche de la fin de notre émission, je voudrais bien vous demander comment vous allez passer ce soir la fête de la Lune. Ben, on est un peu mélange. D'une part, bien sûr, normalement, c'est que sur l'écran, il y a toujours un festival, une diffusion en direct, voilà, la soirée de fête. À la télévision? À la télévision. Et après, souvent, parce que moi, je vis dans le campus, c'est en sécurité. Alors, je menais, avec ma femme, on fait une promenade, balade, dans le campus, devient plus belle. Et vous avez des gâteaux de la Lune? J'en ai un peu trop. C'est Un bien peu vrai. trop? Parce qu'auparavant, c'est vrai, quand j'étais petit, on coûte 1 ou 2 fois par an. Alors que maintenant, si vous voulez, on peut coûter chaque semaine. Donc c'est pas plus... Ça perd, disons, une signification de rareté, de quelque chose de plus précieux. Cela dit, le symbolique, ça existe toujours. Et votre famille, vos enfants sont avec vous ou pas du tout? Ben, mes enfants doivent bouger entre les deux, d'une part chez nous, mais aussi chez ses parents. Chez ses beaux-parents. Ah oui, ça c'est très chinois parce que c'est l'enfant unique. Alors l'enfant unique doit aller chez les parents, mais chez les beaux-parents aussi. Bon, et Caroline alors? Et oui, c'est vrai que maintenant on trouve des gâteaux de lune un petit peu tout au long du mois de septembre. On commence à les voir arriver vers la fin du mois d'août et on en trouve jusqu'à la fin du mois de septembre. Il y a une transformation aussi de ces gâteaux. Par exemple, j'étais dans un dîner hier soir où on a apporté des gâteaux de lune sous forme de glace. Sous forme de glace? Oui, et bon? c'était très bon d'ailleurs, mais c'était la première fois que je voyais ça. Et donc, oui, on va donc se réunir avec des amis et la famille, et puis il y aura sûrement quelqu'un qui récitera un poème, peut-être de Soucheux. Ça, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui peut offrir à nos téléspectateurs un poème pour fêter la fête de la Lune? Le plus important, bien sûr, c'est quand oui, Caroline a bien mentionné le sushi, mais aussi l'hyper. L'hyper, oui. Alors, c'est cita. Ah, moi, j'arrive pas parce que c'est difficile à traduire. Ah, oui, c'est difficile à traduire. Et Caroline? Non, je ne connais que la version française, malheureusement. Oui, en tout cas, française, la première phrase. Non, mais c'est donc la lune au-dessus du lac qui crée une nostalgie, parce que je pense que c'est aussi une évocation de ce que on peut trouver à Hangzhou. Vous avez, paraît-il, le plus bel endroit pour voir la lune d'automne. Vous avez surtout quand il y a l'ombre de lune qui est sur le lac. Voilà, donc c'est une évocation de tout cela. Et effectivement, quand vous allez à Hangzhou, sur les lacs de l'Ouest, enfin vous avez un lac, une partie du lac qui s'appelle Pinghu Chiu. Donc où vous avez trois mini pagodes qui émergent de l'eau, et les habitants mettent des lanternes allumées dans ces pagodes, et avec le reflet de la lune, ça fait en fait un triple reflet sur le lac. Voilà. Et c'est très beau, très poétique et très nostalgique en même temps. Bon, Pinghu Chiu. Bon, c'est la fête de la Lune. J'espère que cette fête deviendra une fête de tout le monde, parce que la Lune, c'est quand même c'est très symbolique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci beaucoup pour vos explications, et surtout, je vous souhaite une très très bonne fête ce soir. Et merci aussi à nos chers téléspectateurs. Je vous souhaite aussi une très bonne fête de la Lune aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.